Bonsoir à tous. Au nom de Hervé Lemoine, je vous souhaite la bienvenue aux Rencontres des savoir-faire pour un nouveau thème en fait de cette année, c'est autour de la couleur. Pourquoi la couleur? Parce que vous êtes tout simplement dans le centre névralgique mondial de la couleur, puisque Jehan Gobelin s'installe à quelques mètres d'ici en 1440 pour teindre les laines. Donc nous sommes vraiment un lieu de couleur avec des théoriciens extrêmement célèbres, notamment Jean-Eugène Chevreul, qui sera directeur des manufactures et qui va, grâce à ses recherches, notamment sur les contrastes simultanés, donner la naissance à l'impressionnisme. Et l'art de la tapisserie, l'art du tapis, est un art de la couleur. C'est pas qu'un art textile, c'est un art de la couleur. Donc, avec René Jacques Mayer, on a eu l'idée, l'envie de revenir à nos fondamentaux, à revenir interroger la couleur dans nos sociétés actuelles. Et aujourd'hui, dans notre époque très présente, plutôt grise, je fais une référence évidemment à la météo. Donc, poser la question de la couleur, c'est pas parler uniquement du textile, ce n'est pas parler uniquement de la couleur végétale, c'était de passer par des circonvolutions, des détours, des chemins de traverse pour justement aborder, si ce n'est tous les aspects, mais au moins un certain nombre d'aspects liés à cette couleur. Alors aujourd'hui, les deux premiers intervenants, je vais présenter le premier, c'est, j'allais dire, une séance introductive à spectre large. Donc le premier intervenant est Jean-Gabriel Cos, qui est un écrivain et un designer qui travaille en France et au Japon. Il a, en tant que designer, il a abordé les couleurs en tenant compte, peut-être un des premiers à tenir compte du fait qu'elles ont une influence sur la perception et nos comportements. Il a travaillé aussi en tant que, du coup, sur la couleur et les composantes marketing. Il est l'auteur d'un best-seller, L'étonnant pouvoir des couleurs, tout est dit, L'étonnant pouvoir des couleurs, chez Flammarion. Et il est aussi un romancier autour de la couleur, sur notamment les titres Les crayons de couleur, L'algorithme du cœur, Les couleurs invisibles. Alors je lui laisse la parole et puis on échangera un petit peu et vous connaissez la formule. Merci. Merci beaucoup Marc. Très très heureux et ému d'être ici parce qu'effectivement, Monsieur Gobelin, Monsieur Chevreul, waouh, parler couleur ici, c'est une consécration pour nous. C'est dommage qu'il n'y ait pas ma maman parce que. Alors, en fait, juste avant de commencer, je vous explique en deux mots comment je suis arrivé à travailler sur les influences des couleurs. J'étais coloriste, donc je travaillais la couleur un petit peu dans tous les univers. Et puis j'ai le pédopsychiatre Marcel Ruffo, que vous connaissez certainement, qui un jour m'a dit, avec son accent du Sud, est-ce que tu pourrais me faire les couleurs pour les gosses là à Marseille? Et là, je me suis dit, mais qu'est-ce qu'on met comme couleur dans la chambre d'un enfant suicidaire ou dépressif? Qu'est-ce qu'on met comme couleur dans un réfectoire avec une majorité de jeunes filles anorexiques? J'en avais pas la moindre idée, et là je savais qu'il fallait sortir des modes, des tendances. On va pas mettre du bleu canard ou du taupe parce que c'est joli, mais qu'est-ce qu'on met comme couleur pour les enfants? Alors on sait tous que les couleurs nous influencent, ne serait-ce parce qu'on sait tous que le rouge est plutôt une couleur chaude, le bleu une couleur froide. Mais voilà, j'en étais là comme vous, et tous les coloristes que j'ai pu interroger sur le sujet, il y en a une d'ailleurs, une très bonne coloriste qui est là, qui me fait l'honneur d'être présente ici, n'avait pas trop d'idées là-dessus. Et je vous disais que j'allais beaucoup au Japon, et en fait, avec les jet lag, etc., j'arrivais pas à dormir. Et donc, j'ai creusé sur Internet, j'ai commencé à écrire un bouquin sur les influences des couleurs, et j'ai découvert des choses absolument passionnantes, à quel point les couleurs nous influencent. Et j'ai fait un pont entre les scientifiques qui ont beaucoup travaillé sur le sujet et les designers qui n'avaient pas trop de notion des influences des couleurs. Et donc effectivement, ça a donné l'étonnant pouvoir des couleurs, et je vais vous vraiment aborder de façon très, très superficielle quelques-unes des influences qui me semblent intéressantes. Alors la première étude dont je vais vous parler, vous allez comprendre pourquoi je rigole, c'est une étude qui a été menée à l'université de Rochester, à côté de New York, par le professeur Elliott, qui a demandé à 2000 garçons, je rigole parce que le public est plutôt féminin, donc je vais avoir du mal à reproduire le test, à 2000 garçons étudiants hétérosexuels, on y reviendra, si ces deux jeunes filles étaient consentantes, on commence par là, surtout aux États-Unis, et si vous deviez réviser les positions du Kama Sutra avec l'une des deux, laquelle choisiriez-vous? Alors ils ont demandé à exactement 2000 garçons. Alors c'est pas exactement cette photo, mais c'est à peu près la même, c'est deux sœurs jumelles. Et
Alors d'après vous, mesdames, parce que ça marche aussi pour les femmes, je vous expliquerai après pourquoi, quelle sœur jumelle les garçons ont choisi exactement à deux tiers, 66%, d'après vous. Et levez la main pour vous dire, voilà, ou pour celles qui ont des enfants garçons, vous disant laquelle je voudrais comme belle-fille, ou enfin je sais pas. Choisissez-en une des deux, levez la main. Qui choisirait celle de droite? Ok. Et qui choisirait celle de gauche? C'est à peu près équilibré. C'est du 50-50. Bon. Vous êtes pas marrant. Ouais, mais en fait, parce que vous n'êtes pas forcément les mêmes critères. Dans cette étude, en fait, il y a 2 tiers des garçons qui ont choisi celle en rouge. Et autre échantillon de 1000 garçons, on leur a montré celle-là. On a reposé la même question, et là, hop, comme par magie, on est resté à 2 tiers de garçons qui ont préféré celle habillée en rouge. Ce qui veut dire, mesdames, que de porter du rouge vous rend exactement 20% plus sexy. C'est pas mal. D'autant plus que aucun des garçons interrogés n'a dit que c'était la couleur qui l'avait influencé. Tout le monde dit, mais non, c'est parce que j'aime bien qu'elle ait les cheveux détachés, qu'elle soit de côté, ou etc. Donc, la couleur, on n'a pas vraiment conscience qu'elle nous... Il y en a qui disent manipule ou qu'elle nous séduit, après à chacun de voir comment. Alors, donc, quand vous portez du rouge, mesdames, vous êtes beaucoup plus attirante. Mais d'après vous, pourquoi? Je commence à poser des questions, c'est moi qui est dans l'autre sens. D'après vous, pourquoi est-ce que vous êtes plus attirante quand vous portez du rouge? Ça attire l'œil, oui, ça c'est une des raisons, mais effectivement, une étude française, une autostoppeuse habillée en rouge il y a 3 fois plus de voitures qui s'arrêtent que si elle est habillée en bleu. Mais c'est pas la raison principale. Oui? Pas forcément. Il y a beaucoup de timides qui portent du rouge justement pour se donner confiance. Oui? Ouais, certainement aussi. Mais en fait, je vais vous casser un mythe. En fait, c'est parce qu'en général, on me parle de passion, c'est la couleur de la passion, etc. En fait, c'est beaucoup plus primaire que ça. C'est que nous, les hommes, dans notre cerveau primaire, on cherche à faire, comme tous nos cousins animaux, à faire perdurer notre espèce. Et sachez que notre ancêtre Lucie, en période d'ovulation, avait les lèvres plus rouges. Donc, pour nous, mâles, dans notre cerveau primaire, une femme habillée en rouge est féconde. Donc voilà pourquoi on est attiré par les femmes en rouge. Voilà également pourquoi vous mettez du rouge à lèvres. Quand vous mettez du rouge à lèvres, dans notre cerveau primaire de mâle, vous êtes féconde. Donc, c'est pas très romantique ce que je vous dis là. Mais quand on regarde les femmes les plus sexy du monde, c'était élu par FHM, pas toutes, mais vous en avez beaucoup qui sont 1. Habillées en rouge, 2. On est encore sur la reproduction de l'espèce avec une belle poitrine pour nourrir nos enfants. Vous voyez, on est quand même, notre objectif numéro 1, c'est de faire perdurer l'espèce. Et autre point, blonde. Alors pourquoi blonde? Ça c'est assez intéressant. Une blonde paraît en meilleure santé qu'une brune. La même femme en blonde paraît légèrement plus jeune, exactement 11 mois plus jeune, et en meilleure santé que la même femme brune. Voilà pourquoi blonde. Donc ça c'était pour les femmes. Et est-ce que vous pensez que les hommes sont plus sexy quand ils sont habillés en rouge? Je me suis habillé en rouge. Est-ce que vous pensez qu'on est plus sexy nous habillés en rouge? Hein? Non. Non, ça ne marche pas du tout. Donc l'étude qu'on a vue là, elle a été faite aussi avec des homosexuels, la première étude de Rochester, et ça ne marche pas pour les hommes. Les hommes habillés en rouge ne sont pas plus... Non, ça ne marche pas du tout. Par contre, sachez que quand on porte du rouge, et c'est aussi valable pour les femmes dans un autre contexte, on est beaucoup plus fort physiquement. Il y a énormément d'études sur le sujet. Dans le sport notamment, c'est assez simple. Enfin, en Angleterre, il y a 3 clubs habillés avec des maillots rouges. Est-ce qu'il y a des footballeurs parmi vous? Liverpool, Arsenal, il me manque le 3e. En général, il y a toujours dans le public garçon. L'AS Roma. Non, Roma, c'est... non, je parle en Angleterre. Bon, bref, il y a 3 clubs. Arsenal, Liverpool, Manchester, voilà, j'ai les 3. Ils ont gagné quasiment une fois sur 2 depuis la Deuxième Guerre mondiale le championnat anglais. Alors, il y a d'autres sports où on voit le même genre de résultats. Vous avez en lutte gréco-romaine où un scientifique a compilé tous les matchs des Jeux Olympiques modernes. Vous savez qu'on tire au sort
la couleur du maillot, rouge ou bleu, c'est au hasard juste avant le combat. On est à 2/3 de combat pour les lutteurs habillés en rouge depuis le début des Jeux Olympiques modernes. Même type de résultat en taekwondo aux Jeux Olympiques, où celui qui est en rouge gagne plus souvent. Et d'après vous, pourquoi? L'agressivité du sang. L'agressivité, oui, mais pas tout à fait. On y est presque. En fait, quand un homme, un mâle, et là on revient dans la nature, est en rouge, c'est le mâle dominant. C'est le chef. Dans nos cousins, les mandrills par exemple, le mâle dominant, c'est celui là qui a le nez le plus rouge. Et il y a énormément d'espèces, énormément d'études sur les animaux qui ont été faites. Celui qui est en rouge, c'est le chef. Ce qui veut dire quoi? Que dans un combat de lutte gréco-romaine, quand vous arrivez en rouge, votre adversaire vous sent un tout petit peu plus fort, et l'arbitre inconsciemment se dit il est plus fort. Donc ça peut faire la différence. Vous ne battrez pas Nadal en jouant au tennis si vous êtes habillé en rouge, bien sûr, mais à niveau égal, celui qui est en rouge a un petit avantage. Le rouge, c'est vraiment la couleur de l'autorité. Vous voyez, c'est la couleur de l'autorité à l'école. Quand on voit ça, on se prend ça. Parce que imaginez exactement la même copie, avec la même écriture, mais en vert. Là, on n'est plus du tout dans l'autorité qui nous parle, qui nous assène quelque chose. Là, on est plutôt dans les feux verts, on peut y aller, on peut avancer. Donc là, on lit plus tu dois te ressaisir que hors sujet. Donc d'un côté, on a l'autorité qui nous parle, et là, on a quelqu'un qui nous accompagne et qui nous aide à progresser. Donc en parlant d'autorité, imaginez que vous soyez conseiller en communication d'un président des États-Unis. Le jour de son investiture, vous le feriez arriver sur scène avec sa famille, habillé comme ça. Et ça, je vous garantis que ce n'est pas un hasard. Hein. Ce n'est pas Michel le matin qui s'est dit qu'est-ce que je vais mettre aujourd'hui. Ça, c'est travaillé. Voilà une famille de leaders en qui on peut avoir confiance pour gouverner le monde. C'était le message. J'ai le même visuel avec Trump, mais je boycotte depuis... Et Biden, non. Biden, il n'a pas... Lui, je crois qu'il était en bleu, Biden, mais lui, c'est vrai, voilà. Bref. Donc le rouge, c'est la couleur de la reproduction, c'est la couleur... leader, et c'est la couleur chaude. Ça, vous le savez tous. Voilà pourquoi les défilés en haute montagne seront toujours avec cette couleur la plus à la mode. Hein. Parce que c'est pas tant qu'on peut les retrouver habillés en rouge à ces altitudes. S'ils ont quoi que ce soit, les hélicoptères peuvent pas y aller, donc ils sont morts. Ils sont en rouge parce que, en fait, la couleur rouge, pour tous les frileux, habillez-vous en rouge, vous aurez plus chaud. C'est exactement 2 degrés de plus que la réalité en perception quand vous portez du rouge. Moi, justement, pour la promo de mon bouquin, le même jour, j'avais fait une interview sur RTL et sur Europe 1. À RTL, on avait chaud. À Europe 1, on avait froid. Je suis persuadé qu'il y avait la clim dans les deux, donc de toute façon, qu'il y avait la même température. Mais il y a 2 degrés de plus en perception que la réalité dans une salle rouge ou dans un studio rouge, 2 degrés de moins dans un studio bleu. Vous avez 4 degrés de différence de perception entre ces deux studios. Maintenant que je vous ai dit ça, la prochaine fois que vous rentrez dans une pièce bleue ou pièce rouge, essayez de ressentir. Vous allez voir, vous aurez peut-être froid en arrivant dans du bleu et chaud en arrivant dans du rouge. Et c'est intéressant ça, parce qu'on fait des économies d'énergie avec ça. C'est-à-dire que l'hiver, là typiquement, mettez des rideaux rouges et vous mettrez moins de chauffage, mettez des tapis rouges, vous mettrez moins de chauffage. L'été, mettez des rideaux bleus ou des tapis bleus ou des couettes bleues et vous aurez moins chaud et vous mettrez moins de clim. On fait des économies d'énergie conséquentes. En Floride notamment, ils travaillent beaucoup là-dessus avec beaucoup de bleu. Alors il y a un contre-exemple qui est amusant, c'est un médecin du travail qui avait entendu parler de cette étude et qui s'est dit, je travaille dans une poissonnerie industrielle avec des pêcheurs, ou des poissonniers, qui travaillent à température négative dans des grands frigos congelés, moins 10 ou moins 15. Ils se sont dit, mais pour mes petits poissonniers, si je repeins l'intérieur du frigo en rouge, ils auront moins froid. Logique. Et c'est vrai, on leur a repeint en rouge, ils avaient moins froid, mais les poissonniers, comme les clients, avaient l'impression que le poisson n'était pas frais. Ils rentraient là-dedans, ils disaient, oh là là, mais il est nul, ce poisson-là. Non, je le sens pas. Parce que le rouge, on se disait, il ne peut pas être frais, ce poisson. Donc on leur a repeint, je ne sais pas, en bleu ou en blanc. En tout cas, ils ont très froid et tout le monde est content. Et le poisson va bien. Voilà, donc la perception des couleurs, il se passe vraiment des choses intéressantes dans notre cerveau. Et ce qui est vraiment intéressant, c'est qu'en neurosciences, on se rend compte que quand vous regardez des aplats de couleurs différentes, vous avez des actions, des activations de votre cerveau qui sont complètement différentes. Donc, sachant ça, essayant de faire des analogies, il y a des scientifiques en Angleterre qui se sont dit, on va essayer d'étudier un message qui est « faites du jamais vu ».
en jouant au Lego sur des panneaux rouges ou bleus. Donc il y a eu 2 groupes témoins, un groupe à qui on a dit faites du jamais vu sur un panneau rouge et un autre sur un panneau bleu. Alors les 2 groupes ont fait, des groupes à chaque fois de 4, il y a eu plein de groupes, c'est une assez grosse étude. Les groupes qui avaient l'instruction sur panneau rouge ont fait du jamais vu, mais fonctionnel. Ils ont fait des petites voitures, ils ont fait des maisons, ils ont fait des robots, ils ont fait des trains, ce que vous voulez. Et ceux qui ont eu l'instruction faite du jamais vu en bleu ont compris qu'il fallait faire de l'art et ont fait des trucs abstraits qui voulaient strictement rien dire. Ça veut dire que même la couleur d'une instruction est perçue différemment par notre cerveau et interprétée différemment selon sa couleur. En résumé, mais vraiment de façon très schématique, quand vous voyez du rouge, vous êtes dans la concentration, on en a parlé tout à l'heure, vous êtes dans le pragmatique, vous êtes très caricaturellement dans votre hémisphère gauche, et quand vous êtes dans du bleu, vous êtes dans votre hémisphère droit. Donc pour travailler, sachez que vous travaillez beaucoup mieux dans un environnement chaud, rouge, orange, jaune, vous êtes plus productif. Voilà typiquement le genre de bureau idéal pour bien travailler. Là, ça remplace un ou 2 cafés, en fait, des murs comme ça. Vous taperez plus vite sur votre ordinateur, il y a des études là-dessus qui sont assez intéressantes. Par contre, vous ferez plus de fautes. Donc voilà. Donc vous allez plus vite, vous êtes plus concentré, mais voilà. Et vous avez moins d'idées, vous êtes moins créatif que dans du bleu. Là, voilà. Donc ceux qui ont besoin de chercher des idées, vous êtes mieux dans un environnement comme la première partie de celui-là. Alors ce visuel, il est super intéressant parce que ça, c'est des études sur lesquelles ont beaucoup travaillé Google. Et là, on est chez Google. Et regardez les couleurs. Tout à l'heure, je vous ferai un petit florilège des bureaux Google, vous verrez, c'est assez intéressant. Vous avez du bleu, là, c'est les espaces de repos, de discussion, on est entre nous, on est créatif, on a plein d'idées, on va lancer des trucs. Et au fond, vous voyez des salles de réunion rouges. De temps en temps, il faut aller bosser. Et donc, ils alternent les couleurs froides et les couleurs chaudes, ils alternent les espaces créatifs et les espaces productifs. Et c'est formidable. Avant d'aller plus loin, je vais vous montrer une petite vidéo hyper intéressante, parce que sur les influences des couleurs et sur la perception des couleurs, il y a une couleur absolument mystérieuse, où encore aujourd'hui les scientifiques ne comprennent absolument pas ce qui se passe. Et cette couleur, c'est le rose. Alors est-ce qu'il y a du son? Qui gère tout ça? Je ne vais pas payer. Bougez-vous. 100 $? Oui, Parce que je l'ai laissé 5 minutes. la facture les énerve. Attendre leur voiture 2 minutes les énerve. Ils arrivent et ils s'énervent de plus en plus. Pour transformer cette arène en havre de paix, nous allons tout repeindre. Nous allons repeindre ce bureau dans une couleur très particulière appelée rose prison. Les scientifiques ignorent pourquoi cette nuance de rose a un tel effet tranquillisant. En Suisse, 30 cellules ont été repeintes en rose. Et les détenus qui y sont enfermés deviennent bien moins agressifs en seulement un quart d'heure. Mais est-ce que ça les calme? C'est quoi ce truc? C'est quoi? Du rose, C'est bien la fourrière. tout à fait. Je n'étais pas très content en arrivant. Mais en voyant tout ce rose, je me suis demandé où j'étais. Mon agressivité est retombée, comme ma colère. Mais les gens sont-ils vraiment moins énervés? Avant de tout repeindre, seul un tiers des gens arrivaient avec le sourire. C'est joli, non? Après, environ 3/4 des clients souriaient. Ça a vraiment marché. J'aime l'idée. Je la trouve fantastique. Voilà, c'est le rose de Baker Miller, c'est un rose incroyable. Alors moi j'ai fait des cellules de crise dans des hôpitaux psychiatriques avec ce rose. Et pour la petite histoire, il y a 2 cellules de crise, le tapissier devait les faire en 3 jours, il a mis 5 jours et il n'y arrivait pas. Il était complètement mou là-dedans, il était béat, un grand sourire, mais il faisait rien. Donc c'est un truc incroyable. Et les scientifiques n'arrivent absolument pas à comprendre pourquoi. Parce que d'un point de vue physique, le rose, c'est un rouge léger. Le rose a des effets quasi opposés au rouge. Donc comment se fait-il et à quel moment le rose devient rouge ou le rouge devient rose? Enfin, il y a plein d'études assez intéressantes là-dessus, mais on n'arrive pas à comprendre comment le rose peut avoir des effets aussi différents. Donc le rose, et moi je dis rose, excusez-moi, je suis du sud-ouest, on dit rose à Paris, mais le rose est vraiment une couleur positive. Ça, c'est des scientifiques qui ont repeint des salles de classe qui étaient beiges en rose et ils ont comparé les dessins des enfants
Et dans des salles de classe rose, les dessins sont beaucoup plus positifs, plus grand soleil, moins de nuages, etc. Donc l'expression « voir la vie en rose », elle est scientifiquement prouvée depuis quelques années. Donc c'est formidable. Alors, maintenant que je vous ai dit ça, si vous devez retenir qu'un truc, c'est ce qui arrive maintenant, c'est que rentrez pas chez vous en vous disant « je vais tout repeindre en rose ». C'est pas ça qu'il faut faire. Par contre, rentrez chez vous et faites ça. Parce que là, ça c'est une école qui vient d'ouvrir à Singapour, mais je peux vous garantir que les gamins, ils sont heureux là-dedans. Ils adorent les couleurs, les enfants, encore plus que nous. Vraiment, les enfants, il y a des études qui montrent que vraiment les enfants sont des dingues de couleurs. Mais quand vous voyez ça, vous vous dites que vos enfants, ils seront bien là-dedans. Non ? Et autre point, moi j'ai fait des hôpitaux comme ça avec des couleurs très vives. Au début, ça surprend, c'est-à-dire que tout le monde fait waouh quand ils arrivent, et puis au bout de 5 minutes, tout le monde est content d'être là-dedans, et je n'ai encore rencontré personne qui m'a dit j'en peux plus de toutes ces couleurs. Il n'y a personne sur les lagons de Bora Bora qui dit j'en peux plus de tout ce turquoise. Non, les belles couleurs vives, on ne s'en lasse pas. On se lasse d'une couleur, ça oui. C'est-à-dire que si chez vous, vous avez votre appartement tout blanc et que vous avez un mur rose, par exemple, au bout d'1 mois, vous ne pourrez plus le voir en peinture, c'est un mauvais jeu de mots, parce que vous avez besoin d'avoir du rose, mais du bleu, du jaune, du vert, etc. Donc de varier les couleurs. En fait, vous avez besoin de reproduire ce qui se passe dans la nature, où il n'y a pas si longtemps, nos ancêtres vivaient dans la nature, et donc avaient toutes les couleurs du matin au soir qui variaient, qui changeaient. Et on a besoin inconsciemment de retrouver toutes ces couleurs. Ça, c'est des études intéressantes là, sur les voyages, c'est Boeing qui a fait cette étude, qui partiront sur Mars. Ils se sont dit que les navettes spatiales devaient être très très colorées, et donc ils vont avoir des LED de couleurs qui vont changer toute la journée pour qu'ils aient vraiment le sentiment pour changer la monotonie, mais en tout cas ce ne sera pas des vaisseaux blancs comme on peut l'imaginer dans les films de science-fiction. Sans transition, de façon très mercantile, sachez que la couleur vous ouvre votre porte-monnaie. On est comme des papillons devant une lumière avec notre porte quand on est là-dedans. Tous les endroits les plus colorés au monde sont les endroits où le chiffre d'affaires au mètre carré au monde est le plus élevé. Vous avez Shibuya, vous avez Piccadilly Circus, vous avez Times Square, etc. Donc ces lumières très colorées, c'est très 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 efficace pour les ventes. Ça c'est un truc que je voulais vous montrer, que j'adore. En fait, ce monsieur-là, c'est le patron de Google en Angleterre, qui lui, voyant tout, parce que Google, vous avez vu déjà un visuel, mais vous en verrez d'autres tout à l'heure, ils savent que c'est très important les influences des couleurs, et il s'est dit, si on changeait le bleu grisé, vous voyez la comparé vol là, si on changeait ce bleu grisé, est-ce que les gens cliqueraient un peu plus sur le lien ou pas? Donc, je crois que c'était en 2017 où tous, nous, on a été des cobayes pour Google, et chaque fois qu'on allait sur Google, ils nous mettaient un bleu légèrement différent, un peu plus foncé, un peu plus clair, un peu plus rouge, un peu plus jaune, etc. Et ils se sont regardés quand est-ce qu'on cliquait le plus, et ils se sont rendus compte qu'il y avait un bleu, celui-là, qui nous faisait cliquer légèrement plus, un tout petit peu plus. Et donc l'année d'après, ils ont mis ce bleu partout, donc on a eu ce bleu pendant très longtemps, et ce monsieur à cette conférence a expliqué que d'avoir changé le bleu des bandeaux publicitaires avait permis à Google de gagner 300 millions de dollars supplémentaires. Donc ça, c'est un argument quand il y a des financiers dans les conférences qui parlent. Voilà, la couleur, c'est aussi beaucoup d'argent. Donc maintenant, allons chez Google. Je vais vous montrer un petit peu partout dans le monde comment c'est fait la décoration d'une boîte qui met la couleur au centre, non pas simplement d'un point de vue déco, mais en même temps pour le bien-être de ses équipes. Donc voilà, on va se balader un peu dans le monde. Moi, j'ai fait une conférence il n'y a pas très longtemps où je montrais tous ces visuels au Canada. Et à la fin, il y a quelqu'un de chez Microsoft qui est venu me voir et il m'a dit... Non, pardon, quelqu'un qui devait être débauché pour aller chez Microsoft. Et il s'est dit, quand il est arrivé là-bas, qu'il a vu des bureaux blancs, il a dit, c'est pas possible, moi là, je suis trop bien dans ces couleurs, je peux pas quitter Google, c'est pas possible. Tout ça, c'est du Google. Ça, c'est Google en Angleterre. Ça, c'est au Japon, ça. Google Japon en Angleterre. Voilà, donc des couleurs très fortes, très vives, qui varient énormément d'un lieu à l'autre. Et ce qui est intéressant chez Google, c'est que même les data centers, enfin les endroits techniques, sont en couleur. On se rend compte que là-dedans, il y a moins d'absentéisme, il y a plus de productivité, les ouvriers se sentent valorisés quand on leur met de la couleur aussi. Moi, j'ai fait dans des usines au Canada, j'ai mis des panneaux anti-bruit colorés, ultra colorés partout.
les ouvriers, ils apprécient. C'est-à-dire qu'on s'occupe aussi de leur bien-être, de leur confort. On change les lumières aussi, on ne leur met pas des néons pourris. Ils travaillent mieux et il y a beaucoup moins d'absentéisme. Donc vraiment, la couleur, c'est formidable. Et donc, pour finir, dans la Silicon Valley, ça c'est chez Candy Crush. Donc pareil. Et si je vous montre tout ça, c'est que ça va arriver en France, parce que tous les espaces de coworking maintenant sont très colorés, parce qu'on se rend compte qu'on travaille mieux, plus productif ou plus créatif dans ce genre d'endroit. Et maintenant, je vais vous montrer où 1 personne sur 2 travaille en France. C'est là. Et ouais, ça fait mal. Alors, j'aurais commencé ma présentation avec ça. Vous aurez dit, ouais, ben c'est des bureaux, et alors? Mais quand on voit de la couleur depuis une demi-heure, c'est un peu... on se dit qu'il manque quelque chose, hein, je crois, non? Je sais pas vous. Non? Ça, c'est une librairie où j'ai la chance d'aller à Tokyo. Plein de likes sur Instagram et tout, c'est super joli. Mais est-ce que vous croyez qu'on a envie d'aller lire dans ce genre d'endroit, sans couleur, comme ça? Est-ce que vous avez envie d'aller bouquiner là-dedans? Ben non. Et je vais vous poser une question qu'à l'époque de Chevreul, tout le monde avait la réponse, surtout ici. D'après vous, quelle est la bonne couleur pour la lecture? Dans quel environnement chromatique on est bien pour lire? Bleu, j'entends? Jaune? Et oui, c'est le vert. Et partout dans le monde, de façon empirique, on se rend compte que dans toutes les librairies et bibliothèques du monde, vous aviez du vert, vous aviez ces fameux globes verts, là on est à Harvard, vous aviez vraiment beaucoup de vert. Pourquoi? Parce que le vert, en fait, quand vous regardez un aplat vert, c'est la couleur la plus équilibrée, elle est au milieu du spectre entre infrarouge et ultraviolet, donc c'est la couleur qui vous permet et d'être concentré et d'être créatif en même temps. C'est la couleur de l'équilibre, et quand on lit, on a besoin d'une certaine forme d'équilibre. Pour un spectacle, la couleur la mieux, bon, vous le savez ça, c'est plus facile. Rouge, bien sûr. Eh bien oui, le rouge, c'est la couleur, parce que, comme on disait tout à l'heure, on a besoin d'être focus. Quand on est dans du rouge, vous restez concentré sur ce qui se passe sur scène. Vous ne vous dites pas, tiens, il faudrait que j'achète du pain ce soir en rentrant, parce que là, vous allez sortir du spectacle. Donc vous avez besoin de rester focus. Et dans du rouge, partout dans le monde, on se rend compte qu'il faut du rouge. Ah oui, ça c'est intéressant. Je suis allé sur... pour vous dire qu'il y a encore du boulot, je suis allé sur Internet et j'ai tapé chambre design, et c'est la première page sans tricher que j'ai trouvée. Et bien, il n'y a quand même pas beaucoup de couleurs encore, donc il y a encore du boulot pour mettre de la couleur dans votre vie. Je vais vous donner un petit argument qui va vous donner peut-être envie de remettre de la couleur chez vous. On a demandé, les magasins Littlewood en Angleterre ont demandé à, je crois, 1500 couples quelle est la couleur dominante dans leur chambre à coucher et combien ils avaient de rapports sexuels par semaine. Je vous dis tout de suite que là-dedans, on est en bas du classement. Donc, d'après vous, quelle est la bonne couleur? Eh bien, je croyais moi aussi que ça allait être le rouge. Alors, le rouge a failli gagner, mais il a été passé sur la ligne par le mauve. Alors soit ceux qui sont dans du mauve, en particulier les hommes, sont des menteurs en disant qu'ils sont à 4 rapports par semaine, je ne sais pas. Donc, soit c'est la couleur du mensonge, soit c'est une très très bonne couleur. En tout cas, ce qui est certain, c'est que la couleur, c'est bien. Et toutes les couleurs sont beaucoup mieux que les chambres grises, beige. Ça, c'était la chambre de Monsieur Napoléon. Je pense qu'avec Joséphine, tout se passait très bien. Et pour finir, juste pour vous dire qu'en fait, ce qu'on a oublié, c'est que la couleur était absolument partout. Nos églises étaient comme ça. On a juste oublié de les repeindre depuis 300 ou 400 ans. Nos parents ou grands-parents habitaient là-dedans. Exactement. Nos voitures étaient comme... Hop, c'était comme ça. Nos voitures étaient comme ça. En 1955, 3 voitures sur 4 dans le monde étaient rouges, vertes ou bleues. Dernier rapport Dupont sur les couleurs des voitures, 3 voitures sur 4 sont blanches, grises ou noires. Ouais. Avant aussi, on était toujours habillés en couleur. C'était vraiment la base. Il n'y avait pas personne qui était en... Ceux qui étaient en noir, c'était ceux qui ne devaient pas être dans la séduction. C'était la couleur la plus moche. Donc c'était soit les servantes, les domestiques, ou voulaient pas qu'ils soient dans la séduction. Les juges d'instruction devaient être habillés en noir, les curés devaient être en noir, etc. Donc on mettait en noir ceux qui ne devaient pas être dans la séduction. Mais être en noir, c'était les femmes en deuil étaient en noir pour ne pas être dans la séduction. Donc quand on voulait être beau, voilà, il y avait une seule couleur qui était moche, jusqu'à il n'y a pas très longtemps, c'était le noir. Et cela partout dans le monde. Tous les costumes traditionnels partout dans le monde sont toujours très colorés. Donc on était en couleur, nos parents étaient en couleur. Nous aussi, on était en couleur. On l'a oublié. Hein. On était comme ça quand on était jeunes. Enfin, peut-être pas les plus jeunes d'entre vous, mais moi, j'étais comme ça. Hein. Et bien maintenant, on est comme ça. Voilà.
La faute quand même peut-être à ceux-là et d'autres, hein, parce que c'est les ambassadeurs de la mode et du bon goût, et même Jean-Paul Gaultier a quitté sa marinière, donc voilà. Donc mon message, c'est mettez de la couleur dans votre vie, ça vous fait du bien. Ce qui se passe avec la couleur, sachez que il y a beaucoup d'inconscient, mais ça vous fait vraiment du bien. On en a conscience quand on nous offre des fleurs, donc quand on nous offre de la couleur, ça nous fait toujours plaisir de recevoir de la couleur. Donc imaginez juste une seconde que la mode vestimentaire soit d'être habillé comme ça, comme en Inde, qu'on habite tous dans des jolis villages comme Cinque Terre en Italie, qu'on ait des appartements comme ça, que l'on travaille chez Google avec leur salaire. Est-ce qu'on ne serait pas plus heureux ? Et je laisse le mot de la fin à Pierre Dac qui dit « Si la matière grise était rose, le monde aurait moins les idées noires. » Joli. Merci. Merci beaucoup. Et si vous voulez en savoir plus, vous avez... Alors, il est en beau livre pour Noël et il est en poche à 5 €. Voilà, il est partout. Merci beaucoup pour ce feu d'artifice coloré. Merci. J'imagine qu'il y a des questions. Y a-t-il des questions ? En tout cas, ça nous a posé un rythme assez fou. J'avais une première question. Pourquoi vous êtes en rose, vous ? Alors, je suis en rose parce que justement, pour la présentation de ce bouquin, j'ai fait le JT d'Élise Lucet, qui à l'époque faisait le JT du samedi et dimanche midi. Et le jour où donc j'étais en rose parce que je voulais quand même mettre de la couleur pour parler de la couleur. Et juste en sortant du JT, j'ai mon agent qui m'appelle en me disant « On est en tête des ventes sur Amazon ». Et voilà, et donc c'est devenu un best-seller le jour où je me suis habillé en rose, donc ça m'a porté chance, et depuis je fais la plupart de mes interventions publiques habillées en rose. Voilà. Code couleur, très bien. Exactement. Je crois que qui est-ce qui est en rose ? J'en vois une là, c'est tout. Bon, okay. Bon, merci beaucoup en tout cas. Merci. Alors, y a-t-il des questions ? J'imagine que... C'est toujours la première la plus difficile. Oui, il faut se lancer. Faut se lancer. Alors j'en ai une, évidemment, j'en ai toujours une en réserve. Comment on explique le passage dans nos sociétés dans le monocolore ? Est-ce que c'est un effet de société de consommation, d'uniformisation ou Alors, il y a pas mal d'explications, mais il y en a une que je trouve très intéressante en fait. C'est la faute à Édouard VII, futur prince de Galles. Qu'est-ce qui s'est passé ? Édouard VII en Angleterre, on est en Angleterre, c'est daté, c'est assez intéressant. Quand il rentrait chez lui, sa femme lui disait, beau vocabulaire, « Mon chéri, tu pues », parce qu'il puait le cigare, il n'arrêtait pas d'aller fumer avec ses copains, et elle voulait vraiment qu'il se change, et donc il a demandé à son tailleur de lui créer une tenue pour fumer le cigare et jouer aux cartes avec les personnes de sa cour, et son tailleur lui a créé le smoking. Et ce smoking, ce qui était assez rebelle à l'époque, c'est qu'il était noir et blanc. Donc le prince Édouard VII, enfin le prince de Galles, futur Édouard VII, était habillé dans les mêmes couleurs que les domestiques, alors qu'avant il était en couleur. Et vraiment, il trouvait c'était rebelle, c'était punk à l'époque. Et du coup, cette mode de s'habiller en noir et blanc a fait fureur à Londres. Elle a traversé l'Atlantique, on est à la fin du 19e, et est devenue le nec plus ultra à New York d'être habillé en smoking. Dans les galas encore aujourd'hui, les hommes sont en smoking. Cette mode revient encore plus fort en Europe, et là tout le monde, à partir du début du XXe siècle, s'habille vraiment en noir et blanc, les hommes, pas les femmes encore. Les femmes sont dans des couleurs très vives, il y a des couturiers comme Poiret et autres qui sont vraiment là-dedans. Et puis la Première Guerre mondiale, les femmes prennent la place des hommes dans les usines, et sorties de la guerre, les femmes, dans un mouvement de mode de garçonne, puisqu'elles veulent s'émanciper, se coupent les cheveux et s'habillent à la mode des hommes, donc s'habillent en noir sans être en deuil, etc. 1926, Coco Chanel lance la petite robe noire, qui à l'époque faisait vraiment scandale. Enfin, une femme qui n'était pas en deuil, qui se mettait en noir, c'était... Et cette mode est restée parce que les couturiers que je vous ai montrés sont tous assez inspirés par Coco Chanel et se sont mis dans cette ligne. Des Karl Lagerfeld, c'était beaucoup de noir. Même Saint-Laurent, à part sa période marocaine, sinon était vraiment dans le noir et blanc. Donc tous les grands couturiers français étaient là-dedans, s'habillaient eux-mêmes en noir. Et donc le noir est devenu la couleur la plus facile. Là-dessus, toutes les marques de fringues se sont dit, si on a du noir dans nos collections, on peut les passer d'une année sur l'autre. C'est plus simple que d'avoir une couleur très, très forte.
On est obligé de le sortir. Donc c'est venu de cette mode du début du XXe siècle et qui a vraiment aidé aussi toutes les marques de fringues qui vendent beaucoup de noir et qui ne veulent pas s'embêter. Et du coup, nous, enfin vous, au sens large, quand on ne sait pas comment s'habiller, on se met en noir, au moins... parce qu'on ne sait plus utiliser la couleur, on a peur de la couleur. Moins on est dans la couleur, moins on l'utilise. Quand on a un appartement blanc, on n'ose pas repeindre. Alors que nos grands-parents, il y avait la chambre bleue, la chambre verte, la chambre rouge, tout était coloré, ça n'existait pas des murs blancs chez nos grands-parents. Parce qu'ils étaient dans la couleur. Donc moins on utilise de couleurs, plus on en a peur et moins on y va. Mais avec les études que je vous ai montrées, en tout cas dans les bureaux, on va revenir dans des couleurs très fortes très vite. Voilà. Merci. Une autre question ? Bonsoir. J'avais juste une anecdote. J'ai travaillé un peu dans l'automobile et il paraît que les voitures rouges avaient moins d'accidents que les autres. Il y a une autre, oui, j'ai entendu parler de ça. Il y a une autre étude intéressante où les voitures rouges sont 3 fois plus flashées que les voitures des autres couleurs. Alors, est-ce que c'est parce que ceux qui aiment rouler vite achètent des voitures rouges, ou est-ce que c'est parce que la voiture rouge leur donne envie de rouler plus vite? Personne ne sait. Mais en tout cas, méfiez-vous des voitures rouges. Celles qui ont le moins d'accidents, c'est les voitures jaunes. Et c'est pour ça d'ailleurs qu'il y a eu les taxis à New York, parce que les taxis jaunes ont le moins d'accidents. À Singapour, ils ont fait aussi des taxis jaunes pour ça. Donc la couleur, la numéro 1, c'est le jaune. Et effectivement, le rouge fait partie des couleurs que l'on voit. Une voiture rouge, on la voit. Une voiture noire, c'est une aberration. Une voiture noire, on ne la voit pas en contre-jour. Enfin, on ne devrait pas avoir de voiture noire. Une autre question ? En ce qui me concerne, ce n'est pas une question, c'est juste, tout à l'heure, vous disiez que inconsciemment, la couleur nous influence. Et pendant des années, j'étais en atelier de production et je réalisais des tapisseries. Et au bout de plusieurs mois, on était systématiquement influencé par les couleurs que l'on tissait. Mais sans s'en rendre compte au début, mais on se retrouvait habillé avec le même camailleux que l'on tissait. Et c'était... ça en devenait après une rigolade, quoi, parce que quelqu'un arrivait, on disait « Ah, toi, tu travailles sur telle pièce et tu travailles sur telle autre. » Voilà. Ah, c'est génial. C'est ouais, mais vraiment inconsciemment, c'était... C'est des techniciens d'art caméléons. Maintenant, je suis passée dans l'administration. En noir. Une dernière question ? Ou pas ? Bon, ben, merci. Oui, pardon. Oui. Moi, ce n'est pas une question, c'est un témoignage de vous parliez. Je connaissais une petite entreprise de mécanique de précision, et le propriétaire avait fait repeindre l'atelier avec des murs blancs décorés avec des fresques de couleurs. Et ça donnait un plus à l'entreprise. Bien sûr. Et pourtant, c'était une entreprise de mécanique générale, précision. Mais on a intérêt d'être dans du rouge. Moi, je travaille pour des opticiens. Et un opticien, quand son petit labo, s'il a du rouge, il sera beaucoup plus précis. Pour tout ce qui est vraiment, on doit rester concentré, vous avez intérêt à des couleurs chaudes. Et ça se fait de plus en plus. Voilà, typiquement, s'il y a des opticiens qui, dans la salle, mettez votre salle de travail en rouge, vous travaillerez mieux. N'y restez pas toute la journée parce que vous allez être désagréable avec les clients, mais en tout cas, vous travaillerez mieux. Mais qu'est-ce qu'il en est de la psychologie des couleurs? Parce qu'on dit souvent que le bleu ou le vert apaise et que le jaune et le noir, le jaune et le rouge excitent. Moi, personnellement, ça me fait l'inverse. Mais est-ce que c'est des études est-ce que le rouge excite, c'est prouvé Moi, ça m'apaise, mais... Enfin, vous allez intéresser la science alors, parce que rythme cardiaque plus élevé, nombre de battements de paupières plus élevé, pression artérielle plus forte dans du rouge. Même moi, j'ai fait des études sur des aveugles. Je travaillais avec un aveugle qui est décédé, un type formidable qui s'appelait Doris, et qui la dernière couleur dont il se rappelait, c'était le rouge. Et donc, il m'a demandé de lui faire la couleur de toutes ses sculptures, parce que c'est un sculpteur assez célèbre. Et puis, je lui faisais des rouges de carrosserie. Et il mettait les mains, il disait « Non, il n'est pas assez fort, ce rouge. » Donc, je lui mettais un autre rouge. Je disais « Voilà, celui-là, il est mieux. » Puis, des fois, je trichais, je lui remettais le rouge d'avant pour voir. Il dit « Ah, celui-là, il ne va pas non plus. » C'est-à-dire qu'il sentait la couleur. Et c'était la seule qu'il arrivait vraiment à sentir. Le rouge, vraiment, ça... Non, c'est incroyable, cette couleur.
Et d'ailleurs, tiens, pour la petite histoire, Enzo Ferrari détestait le rouge. Et par contre, comme les voitures de course italiennes étaient obligées de courir en rouge, les Françaises étaient en bleu, enfin chaque pays avait les Allemandes en blanc, chaque pays avait sa couleur, on obligeait Ferrari à avoir des voitures rouges de course. Donc à chaque Grand Prix, il y avait un rouge différent parce qu'il n'aimait jamais ça. Pour Enzo Ferrari, la couleur d'une Ferrari, c'est jaune. Voilà, mais surtout pas rouge, et encore moins noir. Enfin, ceux qui connaissent des Ferrari noirs. Merci. Plus de questions ou une dernière question? Et après, juste pardon pour rebondir sur ce que vous dites, quand même, le rouge, ça apaise en lumière. Faire le distinguo entre couleur lumière et couleur matière. C'est-à-dire qu'une lumière rouge va plutôt nous endormir, une lumière bleue va nous garder réveillés, ce qui est c'est pas bien. Avant, il y avait des radio-réveils avec des diodes bleues, on ne pouvait pas bien dormir avec ça. Donc ça, le bleu, en fait, on voit le ciel, et quand on voit le ciel avec le bleu, ça bloque nos sécrétions de mélatonine exactement, et donc ça modifie nos cycles et on dort moins bien. Ben là, on est gâtés avec les deux spots dans la figure. Oui, mais ça permet de rester éveillé, donc c'est plutôt bien. Oui, mais on aurait des lumières beaucoup plus chaudes, ça nous endormirait. Oui, bien sûr. Est-ce qu'il y a des différences culturelles? Alors bien sûr. Il y a peut-être pas dans toutes les situations, dans tous les cas, mais... Il y a énormément de différences culturelles qui s'atténuent d'ailleurs de plus en plus. Mais ça, c'est intéressant, c'est entre l'inné et l'acquis. C'est-à-dire qu'il y a des influences universelles que le rouge excite, à part vous êtes l'exception qui confirme la règle, donc le rouge excite. Mais après, il y a des cultures où chaque couleur a des sens. En Inde, par exemple, les couleurs des vêtements, ça rappelle les castes. Le rose, typiquement, c'est une couleur en Occident considérée comme plutôt féminine, alors qu'en Afrique, pas du tout, alors qu'en Asie, pas du tout. Donc, il y a de l'inné et de l'acquis. L'un renforce l'autre. Je donne un exemple, le vert. Le vert, c'est la couleur de l'équilibre, de la confiance. Il y a plein d'études qui prouvent que quand vous êtes dans une pièce verte, vous êtes en confiance. Les sous-mains verts des notaires, c'est pour que vous signiez à l'époque en confiance. Ce que me dit mon notaire, ça doit être juste, c'est sur un sous-main vert. Donc voilà, on y croit. Donc le vert, c'est la confiance. Donc dans le vert, on peut y aller. Donc est-ce que le feu vert pour les voitures, c'est l'inné qui, on s'est dit c'est la couleur normale et on le pousse avec de l'acquis, quand il y a du vert on peut y aller. On ne sait pas trop, mais en tout cas ce qui est certain c'est que l'acquis peut renforcer l'inné dans beaucoup de civilisations. Et après, là où ça change surtout sur la mode, c'est que tous les goûts s'universalisent. Les Zara, enfin je vois au Japon, les Japonais ils sont habillés comme nous, quoi. Il y a les mêmes boutiques de fringues, et voilà. Donc dans les vêtements ça disparaît. Il y a encore sur les objets de grande conso, il y a encore des différences. C'est-à-dire qu'il y a des pays qui aiment l'or, par exemple, des trucs très bling-bling, d'autres non. Les Chinois, par exemple, aiment quand ça brille et quand c'est des couleurs très vives, moins en Occident. Voilà, il y a quelques différences, mais c'est en train de s'atténuer de plus en plus. Merci beaucoup. Et merci on va faire une petite pause et passer à l'intervenante suivante. Petite pause technique, hein, très rapide. Donc nous continuons de cette séance dédiée à la couleur avec un changement de sens, si je puis dire, puisqu'on va passer du sens visuel au sens olfactif, aux odeurs notamment, mais aussi en appui avec le visible. Alors la prochaine intervenante, c'est Carole Calvez, qui est designer olfactive et fondatrice du studio Iris et Morphée. Vous avez entamé des études en pharmacie, en spécialisé en cosmétique, pour découvrir les liens entre sensorialité et esthétique. Titulaire d'un MBA du luxe, vous ouvrez donc la maison de composition Givaudan et vous avez créé en 2017 donc la maison Iris et Morphée. Et votre processus de création va justement dans l'interrelation entre ces sens, odorat, visualité. Et vous êtes actuellement au JAD, au Jardin des Arts et du Design à Sèvres, et vous êtes aussi exposé actuellement dans le cadre du JAD. Donc à vous de nous faire exploser les sens, si je puis dire, autour des odorats. Merci beaucoup Marc pour cette présentation. Bonjour à toutes et à tous. Je suis très très heureuse, comme Jean-Gabriel Causse, d'être parmi vous ce soir pour aborder
les couleurs par le biais de l'olfaction. C'est un vrai privilège de pouvoir être avec vous et de partager à la fois des recherches que je mène actuellement au Jardin des métiers d'art et du design sur l'olfaction en lien avec d'autres disciplines et des exemples de mes réalisations. Donc je vais essayer de présenter le design olfactif, mais de manière très brève. Donc mon travail est plutôt... Je suis parfumeur, donc je crée des odeurs, et donc mon travail est dirigé vers l'ambiance olfactive, vers les odeurs, et non pas vers la parfumerie, même si ma matière première reste la matière première parfumée. Donc l'olfaction, pour moi, a toujours été une manière d'appréhender le monde. Ça a été toujours, depuis toute petite, c'est un langage à part entière. J'aurais pu raconter tout ce que je vivais dans la journée grâce aux odeurs. Et donc j'ai toujours eu envie d'être parfumeur et d'éveiller à l'odorat, de travailler la sensorialité en lien avec tout ce qui nous environne. Et donc Iris et Morphée je travaille surtout en scénographie, d'exposition et dans l'événementiel, et beaucoup en médiation olfactive aussi, donc avec plein de publics différents dans les musées. Donc je vais essayer de passer en maximum toutes mes expériences pour qu'on puisse échanger. Et donc Donc l'odeur, la création de l'odeur la création de l'odeur, c'est un processus qui est artistique, qui est scientifique, mais qui est artistique aussi. Et le design olfactif, pour moi, c'est un processus de création qui est entre cette sensibilité artistique et des compétences techniques, puisqu'une fois qu'on a créé une odeur, il faut pouvoir la mettre sur un support et la diffuser dans un espace. J'entends par mettre dans un support, c'est-à-dire que l'odeur, c'est un composant volatile ou liquide que l'on doit mettre par exemple sur une petite éponge, dans des billes, sur des céramiques. Et ensuite, on a toute la notion de la découverte dans l'espace, comment on va diffuser cette odeur, quel diffuseur on va utiliser, ou quel mobilier on va utiliser, quelle expérience on va pouvoir créer autour de cette odeur pour la diffuser et la faire découvrir au public. Et donc c'est aussi au travers de toutes mes démarches expérimentales et les collaborations que je noue avec d'autres artistes ou avec des artisans d'art ou des designers que j'interroge les différents supports de l'odeur, les différentes sensorialités des odeurs et toute leur restitution, la notion de la perception aussi. Évidemment, puisqu'on parle de perception, particulièrement dans ce cadre-là. Donc, aux origines, on a sur ces photographies, donc à gauche, un orgue de parfumeur, et à droite, on voit une pyramide olfactive. Donc, on représente là le métier de parfumeur, avec déjà, on le voit, une classification des odeurs par famille olfactive et qui sont, on voit peindre là déjà des couleurs. Donc les familles olfactives sont classées toujours par couleur depuis les origines. Je parle de ça parce que je continue. Donc le premier travail du parfumeur, c'est de mémoriser les odeurs. Donc parfois on s'aide de couleurs, on a tout un tas d'images qui nous viennent, de sensations, de souvenirs, mais également on peut apposer des couleurs. Alors c'est difficile, j'ai pas pris d'odeur avec moi. Mais c'est vrai que c'est difficile de parler d'odeurs sans les sentir pour vivre l'expérience. Alors j'ai une petite carte olfactive que je pourrais vous faire passer après, on pourra faire un petit test, mais je me rends compte que sans odeur c'est compliqué. Donc la classification des parfums et leur mémorisation peut se faire et se fait en tout cas pour moi par le biais des couleurs. Donc qu'est-ce qui m'a amené à développer particulièrement alors je parle de ça en lien avec la thématique, évidemment, j'ai fait
voilà, avec la thématique de ce soir qui est la couleur. Mais ce qui m'a amené à développer cette activité de design olfactif, c'était que je faisais du théâtre aussi et que je me suis aperçue que sur scène, me manquaient les odeurs, à la fois comme narration olfactive, mais aussi comme décor. Et quand je voyais par exemple cette représentation d'un sapin, il me manque, voilà, c'est une représentation. Je pense que l'odeur aurait pu éclairer sur le décor et aurait pu apporter un outil de scénario supplémentaire. Donc c'est comme ça que s'est construit tout doucement mon activité et j'ai commencé par animer des ateliers autour de correspondance. Ce qui m'intéresse beaucoup, c'est au-delà de la perception, c'est aussi le langage des odeurs. On a du mal à s'exprimer sur ce que sont les odeurs parce qu'on n'est pas éduqué, on n'éveille pas notre odorat. Et donc mon objectif, c'était d'éveiller les plus petits et d'émerveiller les plus grands grâce à ce sens olfactif au travers de mes activités. Et donc il y a cette notion de correspondance. J'animais des ateliers de découverte et d'écriture des odeurs en lien avec la littérature pour y découvrir les métaphores et toutes les correspondances que l'on pouvait y trouver. Donc c'est comme ça qu'a démarré cette activité. Et donc je passe maintenant à plus spécifiquement un des projets de recherche. Autour des couleurs et des odeurs. Et on voit que quand on parle d'odeur, là, vous n'avez pas d'image peut-être autre qui vous viennent en tête que tout ce que je vous montre en termes de couleurs. Le vert de la photographie, pour vous, ça pouvait évoquer, si je vous le dis, un sapin, et là, vous pouvez avoir l'odeur du sapin qui arrive. Donc c'est toute cette... ce qui m'anime, c'est tout ce mystère autour des parfums et comment transmettre cette sensorialité et toutes les correspondances que l'on peut établir. Et donc j'ai entamé de manière très intuitive une recherche sur les couleurs et les odeurs avec une designer coloriste qui s'appelle Marta Bakowski, qui est aussi au Jardin des métiers d'art et du design. Ça me paraissait évident de travailler avec elle parce que les couleurs et les odeurs, parce que les couleurs aident à représenter les odeurs, et elles partagent un langage, c'est un langage commun. On a une classification qui est aussi qui est basée sur les couleurs. Et quand on a commencé à parler avec Marta, on s'est aperçu très rapidement que ça pouvait aller plus loin. Les odeurs, on peut les décrire par leur densité, par leur luminosité. On a des odeurs qui sont transparentes. Une odeur, c'est facetté. On parle de facettes. Ça peut être plus ou moins linéaire. Ça s'évapore dans le temps et puis ça revient. Voilà, c'est changeant. Et on a un vocabulaire qui est commun entre les couleurs et les odeurs. Et donc, on a décidé d'explorer, en fait, par le prisme du design, ces interactions, couleurs et odeurs. Et au fur et à mesure de notre recherche exploratoire, alors je vais essayer de pas trop m'y perdre, pas trop la détailler. On va passer, c'est des phases qui sont exploratoires et avec des installations ou des restitutions physiques, de sorte à ne pas rester complètement dans la recherche de ce que l'on mène. Donc la première phase de notre recherche, ça a été de manière très intuitive associer donc des couleurs et des odeurs. Et donc on s'est demandé quelle classification et quelle matière utiliser. Les odeurs et les couleurs ont ça en commun aussi, que c'est une palette, elles ont toutes les deux une palette infinie. Pour décrire l'orgue du parfumeur, on parle aussi de le parfumeur, toutes ses matières premières sont réunies sur un orgue à parfum, la première photo que l'on voyait. On parle aussi de palette du parfumeur. Pour évoquer les odeurs, on emprunte souvent au vocabulaire de la musique ou au vocabulaire de la peinture.
Toujours cette idée de correspondance, puisque cette matière est intangible, et pour lui donner corps, pour l'exprimer, il faut pouvoir se rapprocher de quelque chose. Et donc dans la première étape de cette recherche, Martha, j'ai sélectionné, donc on s'est demandé comment faire. Martha a commencé elle a senti quelques odeurs, elle a commencé à faire plein de swatchs de couleurs qu'elle imaginait en fait. Et puis on s'est arrêté et on a réfléchi à notre référentiel de base. Donc moi j'ai sélectionné des matières premières classiques de l'histoire de la parfumerie qui représentent, on dit qu'il y a 7 familles dans la parfumerie. Donc j'ai pris des représentants de ces 7 familles, des matières premières qui sont à la fois ou naturelles ou synthétiques, et des matières premières qui ont fait l'histoire de la parfumerie, comme par exemple le Chanel numéro 5 avec les aldéhydes. Voilà, donc on a des milliers de matières premières pour travailler en parfumerie. La question, c'était quel point de départ se donner, comment faire pour travailler de manière exploratoire sans toutefois vraiment se perdre. Et donc, Martha, j'ai sélectionné une trentaine de matières premières, donc des floraux, des boisés, des aldéhydes, des citrus, la marjolaine en fait partie, j'en parlerai un peu plus particulièrement après. Et à l'aveugle, Martha a essayé à associer en fait à chacune des odeurs des couleurs. Et on est... Alors, au départ, elle s'est rendue compte que c'était impossible d'associer, pour elle en tout cas, une seule couleur à une odeur. C'était automatiquement plusieurs couleurs qui étaient associées à une odeur. Et donc ça rejoignait complètement la notion de facettes qui sont présentes dans les odeurs. Et par odeur, là j'entends matière première de parfumerie pure. Donc on prend par exemple un poivre, mais ça pourrait être une composition olfactive. Donc même dans un poivre, on a c'est facetté. Il va commencer, il sera citronné au départ, et puis il va être un peu boisé par la suite. On a une évolution. Et donc Martha, spontanément, a ressenti cette évolution. Et alors on a travaillé vraiment de manière très intuitive. On a parlé au départ du langage, mais on n'était pas rentré dans le détail technique en fait de nos matières. Et donc plus elle avançait dans sa manière dans ses associations, plus elle mettait le doigt sur ce qui était réellement une matière première de parfumerie. Pour moi, c'était extrêmement touchant en fait, et on touchait quelque chose. Et donc il y avait cette notion de, il y a plusieurs couleurs en fait qui se suivent. Et puis peut-être que il y a une première couleur qui apparaît, elle disparaît. J'ai par exemple un jaune qui apparaît au départ. Alors là, c'est la photo qui est en haut à gauche, c'est un aldéhyde. Un aldéhyde, je vous le décrirai. Alors Martha l'a décrit, elle l'a senti comme un flash très citronné au départ, puis quelque chose qui est un peu plus propre, et puis ça évolue vers quelque chose d'un peu poussiéreux, métallique. Et en fait, elle a eu exactement les mêmes couleurs que les miennes qu'elle a associées à ces odeurs, que celles que moi, quand j'ai mémorisé cette odeur, cet aldéhyde, c'est les odeurs que j'avais associées. Et moi, la manière dont j'écris un aldéhyde, c'est que ça va être très propre, très fusant, très sec, très métallique, ça va être poussiéreux, ça va être très prenant. Voilà. Et très vite, donc on a établi comme ça une cartographie, un éventail chromatique. La deuxième photographie, c'est une photographie d'un patchouli. C'est une représentation en couleur d'un patchouli qui est d'abord orange, brun, vert, et peut-être qu'après le orange va revenir. Et j'ai demandé à un moment donné à Martha quelle était l'importance quel était le processus qui se passait dans sa tête. Et on a mis le doigt sur l'importance du mot aussi dans sa manière de réfléchir et de découvrir les odeurs, donc, et de les associer aux couleurs. Donc ça passe par une phase où elle met des mots sur tout ce qu'elle ressent, comme le parfumeur, en fait, des images, des associations, et après elle le retranscrit en couleurs.
Et donc cette recherche qui au départ est qu'on a voulu très intuitive pour qu'il n'y ait aucune barrière en fait à notre recherche, on s'est rendu compte qu'il fallait quand même pouvoir l'archiver et aller vers un processus plus méthodologique. Et on a établi donc des fiches par odeur. La manière dont Martha a travaillé, puisque moi en fait c'est biaisé de mon côté puisque j'ai déjà des couleurs en fait qui sont associées aux odeurs. Donc elle est partie sur les tests, des tests ITEN. Elle a travaillé sur les couleurs primaires dans un premier temps. Elle a associé à chaque odeur des couleurs primaires et puis après elle est allée dans un détail de couleurs qui est beaucoup plus précis. Et on a fait ça pour une trentaine d'odeurs. Et aujourd'hui, ces tests-là, il faut qu'on les élargisse, qu'on les répète avec beaucoup plus de monde. Donc, j'ai commencé à parler de notion je parlais de fusant tout à l'heure, ou d'une matière qui est ronde. Les matières, pour les catégoriser, pour les expliquer, on parle beaucoup de texture et on parle d'une architecture. Une odeur, c'est aussi une composition. Une facette peut se trouver devant ou derrière une autre. Et donc, on a décidé spontanément, c'est arrivé dans le processus. Et on avait très envie de travailler aussi, l'idée d'architecture est très présente, a été présente dès le départ dans nos dialogues aussi. De cette recherche exploratoire. Et donc là, on voit des représentations, des recherches autour des représentations architecturales et graphiques de ce que pourraient être ces odeurs. Donc l'odeur qui est à droite, c'est l'odeur de la représentation, une représentation architecturale de l'odeur de la marjolaine, qui rappelait à Martha un flash d'Ajax, pour ceux qui ont connu l'Ajax. Et donc on a cette couleur Ajax qui est présente, avec quelque chose de beaucoup plus aromatique, un petit peu sale, qui va donc aromatique vers le vert et sale vers le gris. Et on a inversé le processus à un moment donné, puisque moi j'ai très envie aussi de pouvoir recréer l'odeur de certaines couleurs. Et donc je me suis demandé qu'est-ce que serait que l'odeur du bleu marine. Le bleu marine, c'est composé de 3 couleurs, du noir, du rouge et du bleu. J'ai pour le moment testé deux manières de recréer les odeurs. J'ai cherché des matières premières en parfumerie qui m'évoquaient le noir, donc ça peut être par exemple le poivre, le rouge, évidemment on va penser à la fraise, mais ça peut être aussi beaucoup d'autres matières, ou le bleu. Et j'ai fait un mélange de ces matières noires, rouges et bleues, et j'ai demandé donc à Martha de sentir ces créations et de les associer à des couleurs. Et ça, c'est la photo qui est au milieu, donc on s'aperçoit qu'il y a très peu de composantes bleues finalement dans la perception de Martha. J'ai travaillé ensuite différemment, c'est-à-dire que je me suis imaginé ce qu'était que le bleu marine. On a parlé de densité, évidemment on pense beaucoup au ciel et à la mer, spontanément c'est ça qui vient pour beaucoup de personnes. De velouté, de densité, de sourdité, de quelque chose de très sourd, comme quand on est au fond des océans, de mouvements très longs, d'infini. Et c'est en pensant à tous ces mots et en me mettant devant donc des bleus marines que j'ai composé des odeurs qui sont donc des compositions de 10 à 12 matières parfumantes. Et donc Martha les a senties et c'est la photo qui est à droite. Et nous voilà avec des restitutions olfactives de bleu marine. Donc les objectifs pour nous avec cette recherche, alors dès le départ on a pensé à des applications qui pourraient être dans le design, l'architecture d'intérieur, mais on est toutes les deux aussi, on est toutes les deux animées, on aime bien ce qui est ludique. Et donc on a décidé de faire des installations au fur et à mesure des restitutions en 3D de nos recherches.
Et l'odeur étant éphémère, volatile, mobile, tous les objets qui seront mobiles seront très intéressants pour restituer nos recherches, en tout cas certaines de nos recherches. Il y a un côté très pédagogique aussi que l'on voudrait développer, à la fois pour la parfumerie, mais pour le design et pourquoi pas dans d'autres secteurs. Et donc on voit en bas, on voit la photo de droite, c'est un des premiers objets auxquels on a pensé, c'est une toupie. Avec donc des pales différentes, noires, bleues et rouges, qui pourraient chacune porter en fait une matière noire, bleue ou rouge, et lorsqu'elle serait animée, pourrait retranscrire l'odeur du bleu marine. Là, on ne voit pas très bien sur la photo du milieu, en dessous de la cartographie, il y a un tomatrope qui représente la marjolaine. Donc, il est composé, un tomatrope, c'est un outil, c'est un outil que l'on, alors c'est monté sur une tige, et quand on le tourne, ça se déploie en fait. Il y a des lamelles qui sont vertes aux couleurs de la marjolaine, vertes, grises et jaunes, et quand on le tourne, donc il gonfle en fait, et ça diffuse l'odeur de la marjolaine. Ce sont nos premières restitutions qui sont donc exposées dans le cadre de l'exposition Page Blanche qui se termine le 3 décembre là, au Jardin des métiers d'art et du design. Donc toujours dans cette exploration des odeurs en lien avec d'autres disciplines pour d'autres applications, je collabore avec Marie Levoyer, qui est une héliograveuse présente au Jardin des métiers d'art et du design sur une recherche autour de patrimoine olfactif et coloré. Donc on a avec Marie, on partage on a une méthodologie, moi en scénographie et Marie dans le travail avec les photographes ou les territoires qu'elle explore, commun, qui est d'interroger, d'interviewer sur la mémoire des personnes en lien avec, pour Marie, plutôt avec la couleur ou le vécu présent. Pour moi, les personnes qui portent la mémoire olfactive que je vais devoir traduire en odeur par la suite dans mes scénographies. Et on a décidé de partir sur des îles, récolter alors Marie a la particularité de créer ses propres pigments pour faire ses héliogravures. Et elle travaille l'héliogravure en couleur également. Et donc l'idée pour nous, c'est de partir ensemble, récolter les mémoires d'îles et d'habitants de ces îles, de récolter des plantes pour en faire des pigments, pour en faire des odorants également, et créer des photographies olfactives. Donc là, je ne vais pas rentrer plus loin dans le détail du projet. Ça demande de créer des encres, soit des encres olfactives, soit par exemple des brumes ou des poudres qui seraient odorantes. Donc ça, c'est une recherche autour du patrimoine. Et alors, je ne sais pas si j'ai encore le temps. 5 minutes. Bon, je vais passer très vite en revue quelques réalisations autour des couleurs ou des palettes ou de l'harmonie, harmonie, couleur et odeur dans le cadre de scénographie olfactive. Donc j'ai travaillé avec Pressoria, qui est un centre d'interprétation en Champagne, autour du vin de Champagne. Et donc la demande du conseil scientifique était... alors je devais créer 13 odeurs. C'est une scénographie qui est immersive, les 5 sens sont convoqués et l'objectif pour eux c'était d'avoir une harmonie entre les 5 sens, qu'aucun des sens ne prenne le pas sur l'autre. Et on m'a demandé notamment j'ai créé des odeurs autour des 3 cépages Pinot Meunier, Chardonnay et Pinot Noir. Et pour ce faire, on m'a donné... j'avais toutes les bouteilles que vous voyez sur la photo de gauche, je les avais devant moi pour travailler en fait. Ces cépages sont diffusés dans des
ce qu'ils appellent les tables des cépages, dont vous voyez un exemple sur la photographie de droite. Ce sont des tables en lac avec des paillettes qui sont jaunes, vertes ou rouges en fonction du cépage. Et donc tous ces éléments coloriels, on m'a demandé, dans mon bureau, j'avais tous ces éléments coloriels pour me guider pour influencer ma perception et ma création olfactive, plus loin encore que toutes les dégustations que l'on avait pu faire pour la recréation de ces odeurs. Alors pour la créer également, là c'était Réminiscence, c'est un projet, c'est une scénographie immersive réalisée avec Athème à Maison et Objets il y a 2 ans. Et donc, on m'a demandé de recréer, j'ai recréé les odeurs de 4 saisons, donc c'est 4 saisons plus une saison imaginaire, avec aussi des univers coloriels. Donc la photo qui est à droite, c'est la photo, c'était le mood board de l'été. Donc j'avais jaune citron, citrouille, orangé, des matières aussi qui m'étaient données comme le plastique et des sons. Non, j'ai pas passé le son. Voilà, pour me guider dans ma création. C'est-à-dire qu'il fallait que je prenne en compte tout l'environnement sonore et coloriel pour guider ma propre création olfactive. Et donc l'été, c'était un linge sec, ozone, l'ozone qui est un peu strident, une odeur iodée, marine, mais avec quelque chose d'un peu plus doux autour du tilleul et de la crème solaire. Donc ça, c'était les différents univers que l'on découvrait au fur et à mesure. Et je vais terminer alors sur l'espace. Alors ça, c'est le nouvel espace Nos-Hélènes du Musée national de la Marine, qui a donc réouvert récemment. Et donc j'ai collaboré avec une ergothérapeute et une équipe de design sensoriel qui s'appelle Incluessence sur la création d'odeurs pour des personnes en situation de handicap pour cet espace. Je ne sais pas si l'espace Nos-Hélènes ce sont des espaces en fait autour qui convoquent les 5 sens, de sorte notamment qui sont utilisés pour les personnes en situation de handicap pour les aider à bouger, se sentir bien. Et dans le cadre du musée de la Marine, ça a été développé pour que ces publics puissent se reposer pendant les visites, avoir un moment de déconnexion pour se recentrer à eux. Et en fait, il y a 3 ambiances qui sont créées, une ambiance relaxante, une ambiance neutre et une ambiance hyper stimulante. Et l'agence de design sensoriel avait déjà travaillé sur tous les codes couleurs avec des ateliers in situ avec ses publics. Quand je suis arrivée, donc dans l'équipe, on m'a retransmis tous les codes couleurs à partir desquels moi j'ai fait une étude scientifique sur les odeurs qui pouvaient être relaxantes, stimulantes ou neutres. Alors, voici alors à droite vous avez on a les mood boards, des ambiances écume, plage et corail avec des codes couleurs. Et donc, alors au départ on avait 4 ambiances, il n'y en a que 3 qui ont été réalisées finalement. Et donc ma retranscription en odeur de ce que serait qu'une ambiance neutre, une ambiance calme, plage ou une odeur hyper stimulante. Donc les neutres, on est autour des muscs. Le calme, on est autour du coco, de la fleur d'oranger, et l'hyperstimulante autour, par exemple, de la cardamome et du romarin. Et donc ces odeurs, une fois l'étude scientifique faite, on a mené des ateliers avec des personnes en situation de handicap pour qu'elles associent les odeurs au scénario, au mood board, qu'elles les choisissent. Et à partir des odeurs qu'elles avaient choisies, j'ai fait des petites compositions olfactives qu'on leur a soumis à nouveau dans un second temps pour que ce soit elles qui les valident, en même temps que toute la gestuelle de découverte de ces odeurs à travers des outils qui ont aussi une gestuelle différente en fonction du niveau de stimulation souhaité. Donc le corail qui est à gauche, qui est stimulant, où on doit l'embrasser en fait pour découvrir l'odeur. La plage au milieu,
On va tirer la coquille pour avoir son odeur, et à droite c'est l'écume. Il suffit de s'approcher et on a une diffusion de l'odeur. Oui. Je pense que sinon je vais être beaucoup trop longue, voilà. Donc je vais m'arrêter sur. Merci beaucoup. Sur on prolongera peut-être par les discussions. Mais merci beaucoup. Je vais tout de suite laisser la parole à la salle s'il y a des questions. Sinon, je saute sur le... Alors, juste une question, oui. Moi, j'ai une question par rapport à la synesthésie. J'imagine que tu connais très bien. La synesthésie, c'est l'association de deux sens. Des musiciens comme Petrucciani ou Scriabine, eux, associaient les couleurs avec la musique. Il y a énormément de synesthètes qui associent les couleurs avec des chiffres. Les plus grands mathématiciens sont à peu près tous synesthètes, c'est-à-dire qu'ils ne disent pas 4 x 3, ils disent bleu x vert égale rouge. Enfin, et c'est ceux qui vont le plus vite. Donc, est-ce que toi, dans ton travail, parce qu'il y a beaucoup de synesthètes aussi qui associent justement couleur et odeur, est-ce que tu as travaillé avec des synesthètes? Et deuxième question, si c'est le cas, est-ce que tu as vu des différences? Parce que moi, j'ai travaillé couleur et musique et on n'a pas les mêmes couleurs selon les personnes. Donc, est-ce que les couleurs que tu trouves sont des couleurs universelles ou c'est des couleurs qui correspondent à une personne? Et voilà, c'est 3 questions en fait. Alors, merci. C'est reparti pour un tour. Jean-Gabriel. Alors, j'ai pas travaillé de manière avec beaucoup de personnes. Alors, compliqué. Alors, la première question, c'est ça. Je ne sais pas. Je pense que... Quel est le pourcentage de la population qui est synesthète? Pardon. Je crois que c'est 2%, je crois, hein, c'est ça. 2%. Ouais. Et c'est pas la plus fréquente. Couleur et odeur, c'est pas la plus fréquente. Alors, moi, c'est un peu, comme je le disais, c'est un peu biaisé parce que quand j'ai appris à mémoriser les odeurs, en tout cas, quand j'ai appris à mémoriser les odeurs, j'ai utilisé les couleurs. Donc, est-ce que spontanément, voilà, peut-être que je suis synesthète, c'est possible. Après, dans toutes les réalisations qui m'ont amené à travailler autour du lien entre couleur et odeur, par exemple, Martha, j'ai l'impression qu'il y a une forme de synesthésie parce qu'elle associe vraiment très vite une couleur à une odeur. L'inverse, c'est beaucoup plus... alors, le parfumeur peut faire l'inverse éventuellement, mais parce qu'on a une banque... moi, si on me dit vanille ou aldéhyde, en fait, c'est des odeurs que je connais, donc ma bibliothèque olfactive est telle que je peux associer une odeur, mais peut-être que pour vous aussi, ça marche, en fait, une couleur. Peut-être que ça marche à partir d'une odeur que vous connaissez, d'associer une odeur. Il y a beaucoup de synesthètes qui s'ignorent et qui le découvrent. Et alors, il y a forcément, dans l'étude qu'on a menée avec Martha, pour le moment, elle est trop courte. On voudrait élargir pour voir ce qui est répétable et quelles sont les différences. Dans l'étude menée avec les personnes en situation de handicap pour le Snozelen, on n'a pas de vérité, mais on a réussi à dégager des tendances. On a réussi à dégager de vraies tendances à la fin des ateliers. C'était très clair d'identifier les matières premières que je devais utiliser pour la création. Et dans les créations, les choix étaient extrêmement clairs aussi. Il n'y a pas eu de doute en fait. Et des tendances sans le biais du fait qu'ils ne s'influençaient pas les uns les autres? C'est-à-dire que tu as eu des groupes différents? Alors, on avait des groupes différents. Et il y avait des éducatrices qui étaient avec eux. Et donc, il n'y avait aucune influence entre chaque personne, chaque intervenant. Ils étaient 8 et il n'y avait pas d'influence du tout. Et on a réussi à dégager effectivement des tendances. D'un point de vue culturel, évidemment, on aurait des... Alors c'était multiculturel également, dans ce cas-là. Parce qu'on sait que, effectivement, d'un point de vue des parfums et des perceptions, la réception des odeurs est différente en fonction des cultures. Une question, on va vous apporter un micro. Micro. Oh, je la vois très... Bonsoir, merci beaucoup pour cette présentation. Alors c'est vrai que ça m'intéresse beaucoup cette association couleur-parfum. Je voulais juste dire qu'il y a une expo en ce moment à l'Institut du monde arabe
sur les parfums d'Orient. Et j'ai fait avec mes enfants un atelier avec visite guidée, donc c'était couleurs et parfums. Et on a fait une expérience similaire. Donc c'est pas forcément pour les enfants, c'est un atelier ouvert à tout le monde, donc il y avait des personnes âgées, il y avait tout le monde en fait. Et du coup, il nous a donné de la gouache et il nous a fait sentir des odeurs après la visite, hein, donc c'était à la fin de l'expo, il y a des ateliers en bas au sous-sol. Et chacun faisait, donc on a fait un éventail, je peux vous montrer les photos de mes enfants évidemment, et chacun mettait une couleur pour chaque parfum. Donc effectivement, essayons de ne pas regarder ce qu'ils faisaient les autres pour ne pas se faire influencer. Alors ce qui m'a marqué, c'est que la seule couleur que tout le monde a mis la même, c'est celle qu'ils ont tous reconnue, c'est la rose. Tout le monde a mis du rose. Du rose. Et je me suis vraiment demandé qu'est-ce que ça serait pour des gens qui n'ont pas d'influence culturelle, donc ils n'ont pas, par exemple, un aveugle, voilà, qui n'a pas de mémoire visuelle par rapport à certains parfums. Genre un citron, tout le monde dirait que c'est un jaune vert, voilà, un vert jaune. Tout le monde mettrait. Mais je trouvais intéressant avec les enfants, surtout qu'ils connaissent pas certains mots. En fait, les parfums ne leur disaient rien. En fait, c'était vraiment très sensoriel. Donc, je trouve intéressant avec les enfants ça. Les enfants, c'est très intéressant parce qu'ils n'ont pas de barrière en fait. Ils n'ont pas notre... Nous, on nous a appris... Quand on parle d'odeur, on parle de bonnes, souvent en tant qu'adulte, de bonnes et de mauvaises odeurs. En fait, on les catégorise. Les enfants ne le font pas, en fait. Et ça, c'est important de préserver... de ne pas leur dire ça, c'est une bonne odeur, ça, c'est une mauvaise odeur. Et parce qu'effectivement, ils n'ont pas toutes ces barrières que l'on a, nous, à l'âge adulte. Je fais des visites guidées aussi, effectivement, l'interaction même en visite est très... permet d'apporter quand vous commencez à regarder des tableaux, des œuvres d'art et que l'odeur, prenez même des petites odeurs avec vous et vous allez commencer à percevoir des détails, des tableaux que vous n'auriez pas vus si vous n'aviez pas ces odeurs avec vous. Vous pouvez essayer avec n'importe quelle odeur, c'est très marrant à faire. Alors, moi, c'est un petit peu, en écoutant le premier intervenant et vous, je me suis posé la question si est-ce qu'il y a des couleurs qui, justement, atténuent ou développent encore plus l'odorat, en fait. Est-ce que là, c'est un peu prendre à l'envers de votre recherche, parce que vous allez de l'odeur vers les couleurs. Et je me demandais si les couleurs avaient un impact sur justement la puissance olfactive ou alors atténuer justement, voilà, c'est un peu une question entre vous deux en fait, c'est un peu ouais. Alors, ce qui est certain, c'est qu'une couleur qui n'est pas adaptée à une odeur, en parfum, ça ne marche pas. C'est-à-dire que les parfumeurs travaillent énormément la couleur du jus pour que ça corresponde à ce qu'on attend. Un exemple tout bête, le vétiver par exemple. Quand je dis vétiver, vous voyez quoi comme couleur ? C'est marron, c'est absolument pas vert. C'est très compliqué de décolorer le jus de vétiver et de le recolorer en vert sans perdre les couleurs. Donc on a besoin d'avoir des couleurs, et on pense vert parce que voilà, le mot est proche alors qu'il n'y a même pas de T, c'est pas écrit vert avec un T, mais bon. Donc c'est très compliqué. Il y a le meilleur exemple, je l'ai en plus enlevé parce que je me suis dit, je suis une spécialiste des couleurs, je ne vais pas parler couleurs et odeurs, mais c'est les parfums Bic, je ne sais pas si vous vous rappelez, qui sont des parfums, ils se sont dit on va lancer des parfums en supermarché, 20 fois moins cher, et dans leur étude marketing, ils se sont dit, le résultat c'est que si le jus est bon, ils sont prêts à acheter du parfum dans des bureaux de tabac ou au supermarché. Mais ils n'ont pas du tout travaillé les couleurs et ils ont fait des packagings. Si vous avez l'occasion de regarder les packagings, vous allez sur internet, des parfums Bic, les couleurs sont primaires et sont tellement, entre guillemets, vulgaires qu'on ne peut pas penser qu'un rouge pétard va faire un bon parfum. On a besoin d'avoir des nuances, de travailler la couleur. Donc si on n'a pas les bonnes couleurs, les odeurs nous paraîtront pas du tout agréables. De la menthe, par exemple, si vous faites sentir de la menthe, ça a été fait en rouge, déjà, vous ne reconnaissez pas la menthe, intéressant, mais en plus vous dites « oh, ça pue », parce que cette odeur, vous la connaissez quelque part, la couleur, mais ça ne va pas ensemble, donc c'est pas une... Et vous allez être faussé, c'est-à-dire que la menthe, en rouge, vous ne reconnaîtrez pas la menthe. Donc oui, c'est très très important. La notion d'atténuation que vous voulez... Je me demandais d'un côté ou d'un autre, mais justement le pouvoir de la couleur justement sur la perception de l'odeur en fait.
je me demandais, je me posais la question en fait. C'est une question qui m'est venue en vous écoutant. Effectivement, c'est tout à fait ça. Voilà. J'ai rien à rajouter parce que c'est vraiment ça. Une autre question ? Ce serait sûrement pour rebondir sur ce que vous êtes en train de dire. Jean-Gabriel Cos, vous disiez qu'il fallait mettre de la couleur dans nos intérieurs. Et vous, justement, toutes vos photos, on voit qu'en fait, vous travaillez dans des espaces qui sont totalement blancs. Est-ce que c'est fait exprès? Est-ce que ça vous permet, vous, d'être neutre pour avoir une influence meilleure de vos sensations? Enfin, je ne sais pas si ma question est claire, mais... Bon, vous parlez de l'atelier, en fait, oui, oui. Le laboratoire. Oui, est-ce que c'est un choix que ce soit tout blanc, en fait? Est-ce que ça rend une neutralité? C'est vrai que je me suis posé la question en voyant la présentation de Jean-Gabriel, en me demandant est-ce que je ne devrais pas mettre une petite couleur pour stimuler la créa. Avoir un mur, voilà, avoir 2 bureaux, 2 murs de couleurs différentes. Moi, le blanc me va bien pour créer. C'est vrai que j'ai besoin d'être neutre, je ne me parfume pas. Sauf quand on me le demande dans des cas vraiment précis que j'ai présentés, de travailler par rapport à un univers coloriel. Effectivement, j'ai besoin d'être dans un environnement plutôt neutre. Mais j'ai un poster vert que je... vert menthe, avec un texte, c'est le nez de Gogol, un texte écrit en bleu marine que j'ai dans mon laboratoire depuis longtemps et que je voudrais accrocher. Voilà. Mais oui, on doit être neutre ça doit être neutre. On doit avoir un environnement neutre pour créer. En tout cas, pour moi, oui. Une petite dernière question, ou alors une dernière question. C'était pour introduire une 3e dimension. Je voulais savoir si vous avez l'un et l'autre travaillé sur les interactions avec les sons de votre côté, ou alors peut-être à 3, mais là, je ne sais plus s'il y a... Oui. Alors, l'interaction couleur, son et odeur, par exemple, pour l'espace Snozelen au musée de la Marine, a été fait. En fait, les ateliers la première phase d'atelier a été menée autour du choix du son et des couleurs, l'univers coloriel et sonore. Et ensuite, on a travaillé sur le lien entre les couleurs et les odeurs plus particulièrement. Dans le cas de Réminiscence à Maison et Objets avec Athème, j'ai travaillé à la fois avec l'univers sonore qui était présent et avec les couleurs. Et j'avais un dernier exemple dans le cadre c'est une installation olfactive qui s'appelle « Ceci est un souffle », qui est au Muséum d'Histoire Naturelle de Neuchâtel, où là on a travaillé avec une artiste plasticienne un souffle de dinosaure. Je vais vous montrer. Alors, je vous montrerai les photos après. En fait, on arrive dans une pièce noire. Donc il y a la perception, en fait, une première perception dans le noir, et puis à l'autre bout de la pièce, il y a un souffle de dinosaure. Donc c'est une brume qui sort avec une diffusion d'odeur en dessous, et la brume pousse la diffusion de l'odeur. Il faut se positionner à un endroit particulier où il y a une lumière aussi qui apparaît pour percevoir, en tout cas pour percevoir l'odeur. On a une pré-odeur pour indiquer quelque chose au visiteur, en fait, et ça, il le perçoit dans le noir, et ensuite, quand il s'approche, on a une autre perception de l'odeur de l'intérieur, en fait, de la laine du dinosaure, avec une lumière. Et là, on attend tous les retours, mais il y a une différence, effectivement, de perception notable entre là, je parle plus de lumière que de couleur, mais d'être dans le noir ou d'être en phase lumière, ça change complètement la perception, en fait, de l'odeur. Et moi, j'ai eu la chance, j'ai fait un podcast pour une marque de fringues qui s'appelle Tape à l'œil, et j'ai fait un podcast avec un jeune ado qui est synesthète, mais un vrai synesthète. Il associe chaque note de musique à une couleur. Et donc on a fait un podcast là-dessus, donc on a travaillé ensemble une journée. On a essayé, entre guillemets, pas de le piéger, mais de voir, c'est-à-dire qu'on lui mettait un do avec un piano
à gauche du piano ou à droite, à chaque fois c'était vert, le ré était bleu, etc. On lui jouait des mélodies, il entend, et en plus il ne pense pas avoir l'oreille absolue, mais les mélodies pour lui c'était vert, orange, bleu, bleu, jaune, rouge. Et c'était vraiment ça, donc il y avait un pianiste à côté, et c'était incroyable. Donc ce sens est incroyablement développé, et je suis sur un projet de concert justement, musique et couleurs, où j'espère le mener à terme, où le grand public verra les couleurs que voient les synesthètes en écoutant de la musique, ce qui peut être sympa. Dans le projet du souffle, il y avait aussi la composante de, je ne sais pas dire, mais du bruit en fait, qui intervient. Ouais, voilà. Bon, merci beaucoup. Si vous voulez poursuivre les échanges autour d'un verre, vous pouvez continuer. Merci à tous les deux pour ce festival de couleurs et je vous souhaite une très bonne soirée.